Bienvenue au comptoir, le podcast hétéroclite des plaisirs de la table. Chez Coca, on aime la bonne bouffe, surtout quand elle est bien arrosée. Le comptoir, c'est un rendez-vous mensuel durant lequel on décrypte avec nos invités différents aspects de l'univers de la gastronomie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir dédié au café. On s'intéresse aujourd'hui à une boisson qui rythme nos journées, nous réveille le matin et structure nos pauses. Le café, c'est un rituel, un plaisir et parfois même une obsession. La Suisse se situe d'ailleurs en 3e position mondiale en termes de consommation de café par personne après l'Allemagne et la Norvège. Que ce soit en espresso bien tassé, en filtre ou encore en infusion à froid, il y a 1000 façons de l'aimer. Mais derrière cette petite tasse fumante se cache un univers incroyablement riche, fait de traditions, d'innovations et de savoir-faire agricole. Longtemps considéré comme une simple boisson de consommation, on assiste ces dernières années à une petite révolution du goût, des cafés de spécialité, des méthodes d'extraction artisanales, des profils aromatiques aussi complexes que ceux du vin. Le café est un produit culturel et gastronomique. Pour en parler aujourd'hui, je retrouve Anne-Sophie, acheteuse café chez Coca, et Diego, tu es responsable qualité de la maison La Semeuse, donc un torréfacteur suisse emblématique. Bienvenue à tous les deux, merci d'être avec moi. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de présentation. Donc Diego, toi, tu travailles pour La Semeuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ADN de la maison et puis de ton rôle aujourd'hui Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Diego Bolaños. Je viens du Salvador, le petit pays de l'Amérique centrale. Ça fait 8 ans que je suis arrivé en Suisse. Ça fait 8 ans que je travaille comme responsable qualité café à la maison Café La Semeuse, à la Chaux-de-Fonds. Je suis ingénieur en sciences alimentaires à la base, avec un master en sciences économie du café. Et puis, je m'occupe de tout ce que c'est qualité café à La Semeuse. Ouais. Ok, super. Et toi, Anne-Sophie, est-ce que tu peux te présenter ton rôle chez Coca ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc Anne-Sophie. Mon nom de loutre, c'est Bruschetta. Je suis acheteuse pour l'univers cuisine et épicerie fine. Je m'occupe de toutes les offres consommables, donc tout ce qui touche au food and beverage. Je suis arrivée chez Coca il y a 7 mois maintenant, donc un peu récemment quand même. Ouais. Et voilà. Super, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un tout petit peu plus de la collaboration Coca et La Semeuse? Depuis combien d'années est-ce qu'on travaille ensemble? Oui, bien sûr. Alors, avec La Semeuse, c'est vraiment un partenaire historique. On a commencé à travailler avec La Semeuse en 2018. Donc, au tout début, on proposait des offres avec leur sélection standard, on va dire, qu'on peut retrouver en grande surface. Ouais. Dès qu'on a fait des offres en 2018, ça a été vraiment un grand succès. Après, c'est une maison qui est quand même assez reconnue et appréciée des Suisses. Donc depuis 2018, on propose à peu près 2 offres par an. Ok. Jusqu'à maintenant. Très bien. Ouais. Chouette. Diego, toi, tu es caféologue aussi, donc barista. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, plus de ce métier? Comment est-ce que tu as découvert en fait le métier de barista? Comment est-ce que tu as accroché? Oui, alors parler autant comme caféologue, on va dire spécialiste café ou coffee expert, si on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui s'est spécialisé dans toute la chaîne de production de café. D'accord. Moi, j'ai eu la chance, autant comme originaire du Salvador, de travailler dans les plantations de café au Salvador, aux plantations fermes, exportation. Et puis, j'ai changé de l'autre côté de l'industrie, c'est ce que c'est torréfaction café, dégustation café, pour finalement arriver un peu à ce côté barista. Barista, finalement, c'est la personne qui va se spécialiser dans la préparation de boissons à base d'espresso ou à base de café, qui va travailler normalement dans un bar à café et qui va mélanger et préparer certainement des boissons délicieuses. En fait. Ok. Et puis, on entend souvent parler de terroir, d'altitude, de variété de café. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça et puis nous dire un peu quels sont les critères pour sélectionner un bon café, puisque c'est ton rôle aussi chez La Semeuse? Oui. Alors, oui, je vais essayer de pas être forcément pas trop technique, mais finalement, ça, c'est la base. On va parler si on parle des espèces, de variétés, il faut d'abord juste différencier ce que c'est l'espèce arabica et l'espèce robusta. C'est les 2 espèces plus connues
est produit dans le monde. On est sur 40% de production de Robusta contre 60% de production de l'Arabica. Déjà là, on va trouver une différence au niveau de la production vers la ferme, et toutes les conditions de climat et météo. Oui. Mais aussi, il y a une différence au niveau de goût, il y a une différence au niveau de la taux de caféine, par exemple. Ok, ah oui, aussi du taux de caféine. Oui, l'espèce Arabica, il y a quand même moins de caféine, on parle de 1,2%. Et l'espèce Robusta, il y a quand même le double de caféine. Ah, d'accord, intéressant. Donc, c'est ce qui fait un effet un peu boost quand on fait vraiment, quand on va boire un café qui contient du Robusta, par exemple. Et tu dis que ces variétés, elles poussent pas forcément dans les mêmes régions? Ils ne poussent pas forcément dans les mêmes régions. Il peut s'agir qu'il y a des pays qui produisent les deux variétés. Par exemple, Brésil, ouais. les pays les plus importants de production de café, autant d'Arabica, qui produit aussi quand même beaucoup de Robusta, connu comme Conilon au Brésil. Mais oui, ce n'est pas forcément les mêmes terroirs, les mêmes conditions climat pour produire. En fait, on parle des altitudes moins élevé pour la production de Robusta, entre 1200 mètres et 700 mètres par exemple. Et puis pour produire un bon Arabica, on va monter un peu plus, entre 1000 à 2400 mètres par exemple. Ok, donc un Arabica, un bon Arabica, ça doit pousser au-dessus de 1000 mètres. En termes généraux, on va dire qu'un bon Arabica, effectivement, il va pousser dans des altitudes plus élevées, ce qui va donner une meilleure qualité par exemple. Ok, intéressant. Et alors, comment est-ce que ça se passe concrètement pour la semeuse quand tu vas sélectionner ces cafés? Alors, sélectionner un bon café, en fait, ça va commencer déjà en prenant contact avec les fournisseurs. Donc, nous, on travaille avec des différents fournisseurs traders qui vont nous offrir une qualité selon nos exigences qualité, qu'on va faire un contrat. Et puis après, c'est où j'ai fait mon job, en fait, de vérifier la qualité. Ça passe, par exemple, ça peut passer par une analyse physique des grains de café. Et après, ça passe vraiment par l'analyse de dégustation d'un café où on va torréfier un petit échantillon et on va suivre un protocole standardisé dans tout le monde pour déguster un café où on va finalement donner une évaluation, une notation et finalement, après l'évaluation de certaines caractéristiques dans une tasse de café, on dit ce café il est bon, il est moins bon ou il est excellent par exemple. Ouais. Et donc, est-ce que tu vas aussi aller visiter on appelle ça des champs? Oui, les producteurs, les fermes. Et donc, tu vas aller visiter pendant la saison? Oui, l'objectif, en fait, tous les pays, la plupart des pays, la récolte, les tomes de récolte, ça se concentre normalement fin d'année et début de l'année. Ça va dépendre vraiment des régions et des pays. Donc, nous, ce qu'on essaie, déjà moi, autant comme salvadorien, je dirais que j'ai besoin de ce contact avec les producteurs, de pouvoir parler ma langue. Mais voir aussi la plante pendant qu'elle est en train de grandir, suivre la croissance de la plante. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir discuter avec les producteurs, pouvoir discuter avec les paysans et vraiment avoir un feedback de comment ça se comporte cette récolte. Disons que finalement, le café, c'est un produit naturel. C'est-à-dire que tous les récoltes ne se ressemblent pas forcément et ça va changer d'année en année. Ouais. Donc, oui, on essaie de faire un voyage une fois par année, oui. Ok. Et donc, parce que tu dis que ça change et que le goût ne sera pas le même d'année en année, il y a un effet aussi millésime comme pour le vin, par exemple? Je dirais pas forcément un effet millésime, mais ce que nous, on essaie, c'est de comprendre vraiment les producteurs. Je pense qu'il y a de plus en plus des challenges pour produire un bon café. Donc, il faut être quand même conscient de les changements climatiques, les changements de qualité et comment on peut s'adapter à ça, en fait. Comment est-ce qu'il impacte le changement climatique Comment est-ce qu'il impacte le café, le changement climatique? Je fais toutes mes phrases à l'envers ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Je pense qu'en fait, là, depuis quelques années, surtout depuis l'année passée, c'est le gros challenge. On parle de que de plus en plus, c'est assez compliqué de produire du café, autant de quantité de café comme de qualité de café. Et on parle de sécheresse ou de manque de pluie au bon moment, ce qui va stresser un peu les caféiers. Donc on parle de caféier, la plante de café. Et ce qui va faire des conditions plus compliquées pour un producteur, ce qui va varier finalement dans la quantité de café à produire.
Le stress lié au manque d'eau, par exemple, ça va avoir un impact sur le goût après? Oui, il peut avoir un impact sur la qualité qui finalement peut avoir un impact négatif sur le goût. Oui. Ouais, ok. C'est hyper intéressant. C'est complexe comme monde et on se rend pas compte. Mais et ensuite, donc après avoir sélectionné un bon café, toi aussi ton rôle c'est, en tout cas ce que tu fais, c'est tu sublimes le produit. Oui. Et donc comment est-ce qu'on passe d'un bon café, un bon grain bien sélectionné, à un bon café dans la tasse aussi? Oui, effectivement, là, on peut parler de torréfaction, c'est ce qu'on fait en fait. Parler de torréfaction, c'est-à-dire que déjà, on part d'une bonne sélection de matières premières. Donc, on achète un bon café vert qui va ensuite passer à la procédure de torréfaction, que c'est tout simplement, imaginez une espèce de four, c'est une cuisson qu'on va faire sur le café vert pour changer de couleur et surtout pour développer les arômes. Donc, il y a certains changements physiques et chimiques par rapport au grain de café vert qui va devenir un café torréfié. Donc il y a cette science qui va sublimer vraiment ce qu'on appelle la cour de torréfaction et les procédures de torréfaction pour arriver finalement à un café torréfié. Ok, trop bien. Et alors il y a différents types de torréfaction? Il y a différents niveaux, je crois. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Si on parle avec un langage assez simple, on peut parler des couleurs de torréfaction ou d'un niveau de torréfaction, en fait. Parfois, on dit une torréfaction trop forte, ou trop foncée, une torréfaction moyenne, ou une torréfaction plus claire. Donc, effectivement, les niveaux de torréfaction, la façon comme chaque torréfacteur va torréfier son café, il va certainement influencer les goûts de café, oui. Ok, super. Et donc toi, après, tu es spécialisé café filtre, il me semble. Mais qu'est-ce que c'est quelles sont toutes les différentes manières de préparer un café, et comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on devient spécialiste et comment est-ce qu'on fait pour sublimer un petit peu ce produit? Alors oui, ce que c'est intéressant, je dirais que moi, ça fait bientôt 10 ans que j'habite en Europe. Donc, je suis arrivé en Europe et je me trouve avec la culture expresso, avec de belles machines italiennes pour préparer des expressos. Parce que forcément, quand on vient de l'Amérique latine, voire de l'Amérique, on n'a pas forcément cette culture. On est toujours habitué à la typique machine américaine qui fait des gros pots de café filtre, que normalement, il n'est pas bon. Mais finalement, bien sûr, j'ai adopté cette culture expressos que j'aime bien. Mais si on part un peu en arrière, avant la création des machines expresso, avant la création de toute la technologie pour préparer un expresso, ça existait depuis toujours, je pense, le café filtre. Dans le café filtre, ce qu'on appelle café filtre, c'est facilement parlant. On va expliquer, c'est juste d'utiliser un filtre en papier ou en tissu, ce qu'on faisait avant, et utiliser un café moulu et juste de l'eau chaude. Tout simplement, c'est ça. Juste que la différence actuelle, c'est qu'il y a cette tendance, il y a quand même la préparation d'un barista, et puis de régler certaines variables, de contrôler certains ou beaucoup de variables pour arriver à un super bon café filtre. Génial. Toi, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de concrètement comment ça se fait, le choix d'un bon café pour Coca? Comment est-ce qu'on sélectionne? Alors, il faut savoir que nous, chez Coca, on teste tous les produits, surtout pour pour l'univers cuisine et épicerie fine, tout ce qui est consommable. On fait toujours des testings en interne. Donc du coup, moi je vais organiser en interne une dégustation. Donc on a la chance chez Coca d'avoir pas mal d'amateurs de café, donc on va organiser un petit testing. Et moi mon but c'est de trouver un café qui va quand même plaire au maximum de personnes. Donc on va faire ce testing et celui qui aura plu au maximum de personnes, ça sera le café que je vais sélectionner. Après il y a d'autres variables. Il y a la notoriété de la marque, il y a la traçabilité des grains. Il va y avoir où est-ce que la torréfaction elle a été effectuée. Donc il y a tous ces paramètres aussi que je vais prendre en compte pour pouvoir sélectionner un bon café chez Coca. Ok, et tu as un petit coup de cœur en ce moment ou quelque chose qui te... après c'est chez la semeuse par exemple. Chez la semeuse, c'est vrai que moi j'aime bien la sélection des cafés communautaires. Le 100% Arabica, je l'aime beaucoup. Ok, donc, on en reparlera un petit peu après. Mais exactement. Génial. Mais ça c'est un café que j'aime beaucoup. Après je suis pas non plus une experte, donc voilà. Mais qu'est-ce que t'aimes boire comme café toi à la maison par exemple?
C'est vrai que la semeuse, ça fait partie un peu de mon quotidien. Ouais. Café filtre ou plutôt expresso? Plutôt expresso. Ouais. Je suis plutôt classique. Ok. Diego, le métier de barista, il s'est énormément développé ces dernières années, j'ai l'impression. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais on a des formations spécialisées, des concours. Comment est-ce que tu expliques un petit peu cet engouement depuis le début des années 2000, en tout cas, j'imagine? Oui, je dirais effectivement, c'est ça. Je dirais que depuis les années 2000, il y a cette création de formations un peu gérée par l'Association des cafés de spécialité, c'est l'ESCA, Specialty Coffee Association, qui a créé ce type de formation qu'on peut même suivre en Suisse et se former comme un métier qui a pris vraiment la valeur de dire je me forme pour savoir vraiment connaître les produits, parce que c'est hyper important de connaître tout sur le café et surtout de pouvoir bien préparer un café. C'est pas juste d'appuyer des boutons sur une machine et dire voilà un café, et d'essayer d'apprendre tout, parce que c'est la chaîne de production jusqu'à finalement avoir un super résultat dans la tasse de café. Donc je dirais effectivement pour des viandes, ça s'est développé, même si je pense que la Suisse a un peu de retard par rapport à des autres pays. Mais par rapport à Par rapport probablement à des autres pays nordiques, je dirais, ou les États-Unis, l'Australie, où il y a beaucoup, même l'Asie. Mais tu dis on est en retard en termes de formation et de concours? En termes de formation et aussi les côtés bar à café, vraiment dédiés au 100% café. Mais sûrement on va rattraper un peu ce retard, je pense. Ça arrive un peu à Lausanne, là. Il y a pas mal de petites créations de coffee shop. Ça commence à arriver. Ouais, il y a quand même quelques petits cafés qui ouvrent. Tu vas où boire ton café, toi? J'ai certainement à la maison. Je le fais à la maison, mais sinon j'ai une liste très particulière effectivement des bars à café dans toutes les villes. Donc avant de visiter une ville, je sais où je vais boire mon café. Ouais. Et les concours, tu peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu as participé à certains concours. À quoi ça? J'ai assisté il y a pas longtemps au concours du meilleur sommelier suisse, mais je me demandais un petit peu quelles étaient les épreuves, par exemple, pour un concours de barista. On appelle ça un concours de barista? Oui, effectivement. Alors c'est très intéressant parce que c'est organisé par la Chambre nationale en Suisse de l'Association des cafés de spécialité, qui est gérée vraiment pour participer au championnat du monde. Par hasard, aujourd'hui, ça commence le championnat du monde de café filtre à Jakarta, en Indonésie. Où la Suisse est représentée évidemment par sa championne. Et puis j'ai eu la chance de participer pendant 5 ans. J'ai l'habitude, pour dire, de participer autant au championnat de dégustation et au championnat de café filtre. Donc il y a quand même 5 catégories dans le monde du café, autant les latte art, par exemple les good spirits, que c'est la mélange entre alcool et café. Et puis ça, c'est une épreuve ou c'est un... Ça, c'est une épreuve aussi. Donc, c'est une autre catégorie, oui. Ouais, au sein du concours. Oui. Donc on doit maîtriser quand même tous ces différents éléments. Ça, c'est juste une autre catégorie. D'accord. Ils sont complètement séparés. Et puis la catégorie maître, au plus important, que c'est vraiment le championnat de barista. Mais donc, je suis moi de machine à café. Je me suis dit, peut-être je vais tenter sur le championnat de café filtre qui s'appelle Brewers Cup. Et oui, avec beaucoup de dédication et motivation, j'ai réussi à remporter une 3e place il y a 12 ans. Ouais. Bravo, bravo. Et alors, est-ce que tu peux juste nous décrire comment se présente l'épreuve d'une... L'épreuve, c'est basé vraiment... Finalement, ce qu'on cherche, c'est de trouver un ambassadeur du café qui va représenter la Suisse. Ouais. Donc, devenir un ambassadeur du café à niveau international, c'est assez impressionnant en fait. Donc, on va délivrer vraiment un service impeccable, je dirais, sur la prestation service au client et surtout que les résultats en tasse, ça soit une expérience sensorielle vraiment impressionnante. Donc, on se prépare, on va choisir notre propre café. On va développer une recette, on va développer des méthodes de préparation, on va créer vraiment, par exemple, l'eau. D'accord. On va utiliser notre propre eau pour créer une recette parfaite et finalement avoir un résultat qui sera jugé par des juges internationaux certifiés. Ouais. Génial. On va avoir une petite démonstration dans peu de temps. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces différentes méthodes d'extraction qu'est-ce qu'on a comme différentes méthodes extraction douce, on appelle ça, il me semble. Donc tous ces cafés filtres, on les a vus
fleurir un petit peu de nouveau ces dernières années aussi. Ça redevient à la mode, j'ai l'impression. Alors, quelles sont ces différentes méthodes? Et puis, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est revenu comme ça ces dernières années? Je pense que c'est des méthodes d'extraction, si on parle, il y a quand même beaucoup de méthodes d'extraction de café, je dirais plus de 20-25 méthodes d'extraction, et plus le focus sur le café filtre, donc il y a plusieurs petites cafetières, on va dire comme ça, qui vont faire des cafés filtres avec des différents résultats. Mais le principe, ça va être plus ou moins les mêmes, avec un filtre à papier, avec une filtration de café. C'est quand même bien de dire que c'est important de sélectionner un bon café dédié pour le café filtre. Donc là, on va privilégier, par exemple, une torréfaction plutôt claire. Ok. Et pas une torréfaction moyenne ou foncée qui est plutôt pour l'expresso. Donc, Super. tout ce que c'est des cafés filtres avec une torréfaction claire, on va plutôt apprécier mieux les notes aromatiques qu'on n'a pas forcément sur un expresso, par exemple. Super. Et bon, on a de l'eau chaude qui arrive, donc on va pouvoir en discuter tout en le goûtant. Oui. On va faire notre petite pause dégustation maintenant. Oui. Donc, je t'avais demandé de venir avec ton café préféré. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, on va avoir le show entier. T'es venu avec ton petit moulin manuel. Oui. Alors oui, je m'excuse un peu par le bruit, mais allez, un peu d'ASMR. En fait, oui, effectivement, c'est ce qu'on fait. Là, j'ai prépessé la quantité de café selon la recette que je vais préparer. Là, on est sur 16 grammes. Ça, c'est juste un petit moulin qui peut même régler le niveau de mouture. Donc ça, c'est assez important. Ah oui. Pour un café filtre, on va plutôt privilégier les moutures moyennes. Pas trop fines, pas trop grosses non plus. Et puis là, je vais utiliser les mêmes méthodes, la même cafetière que j'utilisais au championnat il y a 12 ans. Ok. C'est juste une petite cafetière en plastique qui s'appelle Orea, qui a été développée en Angleterre. Mais le principe, comme je disais, c'est exactement le même. On va toujours utiliser un filtre en papier. J'ai juste une petite balance. C'est juste une balance qui va peser la quantité d'eau que je vais verser pour avoir un bon ratio café-eau. Ok. Donc, quand on parle de café filtre, grosso modo, le dosage ou la règle basse, c'est 60 grammes de café par litre. Ok. Ce que c'est un peu juste divisé. Donc là, je mets mon café moulu. Ça sent déjà bon, je crois. Et puis, l'eau, il y a une température à respecter oui, ou oui. Là, normalement, on essaye d'utiliser des températures plutôt entre 90 et 94 degrés, je dirais. D'accord. Si on arrive quand même à régler, sinon on laisse juste bouillir l'eau et puis laisser 5 minutes refroidir pour descendre la température. Et là, le principe de café filtre, effectivement, j'ai une balance. J'ai déclenché quand même un chrono pour savoir un peu les temps d'extraction. Et puis j'essaye de verser gentiment. Donc là, je vais faire normalement 4 versements. Ok. En 4 étapes. En 4 étapes, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme café? Alors là, comme café, ce matin, j'ai choisi un café qui est torréfié par nous-mêmes sur la gamme de perles de café. Donc, c'est le café de spécialité produit par la semeuse. Ça, c'est un café édition limitée du Costa Rica. Donc, il y a une sélection de cafés avec des notes aromatiques, ça sera plutôt intéressant. Et comme je disais, le plus important, c'était aussi la torréfaction. Donc, on est sur une torréfaction plutôt claire, dédiée pour le café filtre et pas forcément pour l'espresso. Ouais. Et le café filtre, ça doit toujours être aussi clair? Parce que moi, j'ai une French press à la maison et quand je le fais, c'est très, très foncé. Est-ce que c'est une grave erreur? On en reparlera à la fin de cet épisode. Alors oui, mais... c'est pour ça que je disais l'emphasis avec la couleur. On peut faire des cafés filtres avec peu importe quel café. Mais malheureusement, le résultat, ce ne sera pas le meilleur. Là aussi, ce qu'on va privilégier faire des single origins, ce qu'on appelle les pure origin. Donc, c'est un café qui vient d'un seul pays. Ok. Probablement d'une seule parcelle. O sea, on va mettre le focus sur le terroir.
Et donc, en fait, c'est ça, quand on prend un café qui est mélangé normalement avec une torréfaction plutôt plus foncée, probablement là, on aura un café, bien sûr, qui aura un bon goût, mais pas cette complexité aromatique qu'on cherche, par exemple. Ok. C'est fou parce que je pensais que la couleur avait un impact sur le goût. Moi aussi. Ben, en fait, je pense que... En fait, on a l'habitude de l'expresso qui est vraiment assez foncé. Oui. Et c'est vrai que quand, par exemple, je vais faire un café et que je vois qu'il est trop clair, je me dis, oula, il est pas bon, par exemple. C'est peut-être une idée reçue, mais c'est sûrement une idée Après, reçue. Oui, on va faire une dégustation. Je pense que ça va probablement changer votre perception des cafés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type de café, il n'a même pas le goût de café, en fait. Ok. Et c'est ce que c'est intéressant. Finalement, ça va s'approcher vraiment à une infusion thé. Ok. Et il y a beaucoup de notes floraux, il y a beaucoup de notes fruitées, et beaucoup de sucrosité, ce qu'on appelle vraiment le côté, comme si on ajoute des sucres, sans l'ajouter, évidemment. Et ce que c'est intéressant, oui. Et là, finalement, on est sur, même si parfois je reçois les commentaires de oh, j'ai pas le temps pour faire un café filtre, là, on a fait un café filtre en 3 minutes. Oui, donc très bien. Okay. Alors, on va goûter ça. Très curieuse. C'est ce que c'est super aussi. J'ai pris cette carafe spéciale qui nous permet un peu de mélanger. Donc, on peut sentir un peu. Ok, ouais, ça sent très bon. Ah oui, ça sent très bon, en effet. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes notes qu'un expresso, bien entendu. C'est différent. Toi, comment est-ce que tu as commencé à... Quand tu as commencé, tu étais aussi plutôt sur des méthodes un peu plus expresso et... Enfin, je dirais que... Ton premier café, c'était un café filtre? Mon premier café dans la vie, probablement c'était un café soluble. Ouais. Malheureusement, je pense que tout le monde a commencé comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis, non, et après, effectivement, quand j'ai commencé à travailler déjà au Salvador dans les cafés, probablement c'était un café comme ça, filtre de spécialité. Et j'ai commencé un peu avec des curiosités avec la dégustation, autant dégustateur. Ouais. Et puis là, ça fait, oui, plus de 10 ans que je suis un peu dedans et puis je me suis spécialisé aussi en dégustation. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu peux nous guider dans notre dégustation de café aujourd'hui? Est-ce qu'on déguste comme un vin? Un protocole de dégustation, mais effectivement, le premier pas qu'on a fait déjà, c'est de sentir les arômes qui se dégagent dans ce cas de cette carafe. Et ce qui est plus ou moins, on fait la même chose au protocole de dégustation. Ouais, ok. Et on utilise une cuillère normalement. Là, on n'a pas forcément une cuillère. Et puis, ce qui est important dans les cafés, même dans une infusion comme ça, c'est de goûter les cafés en différentes étapes, en différentes températures. Okay. Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec un espresso. Déjà, parce que l'espresso, il est trop court. Oui. Et finalement, un espresso qui devient froid, normalement, il n'est pas bon parce qu'il y a les notes ou les caractéristiques comme l'amertume et l'acidité qui vont revenir fort. Qui vont revenir. Et puis finalement, par contre, un café filtre, on peut vraiment le consommer avec toutes les températures possibles. Je préfère même de le laisser un peu refroidir. Okay. Et c'est là où on va ressentir plutôt les notes aromatiques fruitées ou florales. Et qu'est-ce que... Alors ouais, donc on va chercher des arômes fruits, fleurs, principalement quand on déguste un café. Est-ce qu'il y a d'autres... Là, oui, effectivement, là, on va sentir probablement beaucoup d'acidité qu'on n'avait pas forcément l'habitude dans un espresso. Quand on parle de notes d'acidité, vraiment, on est sur une infusion un peu de agrumes, de citron. Si on parle de côté sucré, on parle comme si on a mis du sucre, en fait, un peu de caramel, vanille, soude de canne. Donc oui, plus j'arrive à décrire plein de notes, plus le café il est complexe et plus qualitatif il est. Ouais. Non, là, effectivement, on est sur un super micro-lot d'exception. Ouais. Ouais, bah c'est excellent, moi j'aime beaucoup. J'ai jamais goûté un café fait de cette façon et je trouve que c'est hyper intéressant. Après, j'imagine que du coup, il faut avoir une matière première qui est très aromatique. Oui. Ouais. Oui. Effectivement, la sélection des matières premières, elle est assez importante. C'est pour ça, oui, j'ai fait l'emphasis plutôt de privilégier les pure origines avec une torréfaction claire. Ouais.
Bah, c'est délicieux, merci beaucoup. J'ai vu que tu avais ramené un autre petit filtre. En fait, pourquoi? oui, je voulais juste montrer un peu les principes de... Effectivement, il y a plusieurs cafetières. Ça, c'est une cafetière que je pense que la plupart des personnes ils ont déjà vu. C'est des fabricants japonais Ario qui produit beaucoup de cafetières, soit en porcelaine, soit en verre. Et puis ça s'appelle V60. Donc, c'est une cafetière qui existe probablement depuis 20 ans, qui s'appelle V60 parce qu'il y a 60 degrés d'inclination. D'accord. Et puis celle-là, c'est un modèle un peu spécial qui permet d'avoir les deux méthodes d'infusion, donc avec une petite valve qui se ferme et qui se ouvre. Okay. Donc on peut faire une immersion de café et de l'eau, et après on peut devenir à la méthode traditionnelle, que c'est vraiment un goutte à goutte. Ouais. Génial. Et c'est quoi la différence en fait, toutes les différences entre ces cafetières qui ont toutes des noms différents? Finalement, on va revenir à les mêmes résultats d'avoir un super bon café filtre. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai dit, voilà, j'ai fait sur l'autre, ou je passe sur le traditionnel V60. Okay. Et il y aura des différents vraiment à niveau d'acidité, de longueur en bouche, de sucrosité, mais ça... à la fin, le plus important, c'est d'avoir un bon café filtre. Ouais. Ok, donc pas de cafetière électrique. Cafetière électrique, ça existe les bonnes cafetières électriques. Bons cafetières électriques. Il y a des modèles assez intéressants qui ne coûtent pas forcément beaucoup plus cher qu'une cafetière électrique qui va faire la même chose. Le plus important, effectivement, c'est de respecter, savoir doser bien son café. C'est-à-dire que si on met trop de café, probablement il ne sera pas bon. La mouture, c'est très important. La qualité d'eau aussi. Ouais. Donc la qualité d'eau, si on prend de l'eau du robinet. Bonne question, parce que là, on est dans le sujet de l'eau de robinet. Bien sûr qu'il est potable en Suisse, mais la qualité, il change déjà de commune en commune, plus de canton en canton. Donc, comme ça devient trop complexe, le meilleur conseil, c'est de filtrer l'eau qu'on va utiliser pour préparer du café. Ok, donc toi, tu filtres ton eau du robinet avant de faire ton café. J'ai l'avantage au travail, effectivement, on a des filtres, toutes les machines sont branchées dans un filtre. Okay. Mais ça existe des filtres ou cette espèce de carafe de différentes marques ou un filtre dedans. On va filtrer notre eau de robinet. Ça, c'est par exemple une bonne solution à la maison de filtrer l'eau qu'on va utiliser pour soit en préparation de thé, parce qu'on va chauffer l'eau, effectivement, ou en préparation de café. Ouais. Ok. Toi, tu vois un intérêt, un certain engouement pour ces méthodes d'extraction douce sur le forum, par exemple, dans la communauté? Ouais. On a la chance d'avoir une communauté assez curieuse, donc c'est vrai qu'on peut proposer différents produits, mais après on va pas se mentir, les consommateurs restent assez classiques, donc on est sur quand même de l'expresso, ça reste quand même, ça a une grande place dans le cœur de la communauté, mais c'est vrai que quand on les propose, il y a quand même, on voit qu'il y a une tendance positive sur les nouvelles méthodes d'extraction. Ouais. Ok. Et toi, pour la semeuse, par exemple, tu sens aussi qu'il y a une demande de la part des consommateurs ou alors je pense de café qui soit adéquat pour des extractions douces, oui. Je pense que pour l'instant, ça reste une petite niche des consommateurs. Pas forcément parce qu'ils ne sont pas équipés, parce que finalement, si on voit les budgets qu'on a besoin pour s'équiper, pour préparer des cafés filtres, ça reste quand même inférieur qu'une machine automatique ou qu'une machine espresso. Un café filtre, finalement, ça ne coûte pas forcément cher. Mais oui, si on reste sur le côté traditionnel, la semeuse est un torréfacteur traditionnel on fête notre 125 ans cette année. Donc notre clientèle, les consommateurs, ils vont rester sur le côté traditionnel expresso, ou lungo, ou de cappuccino. Par contre, c'est ce qu'on essaye, on a quand même beaucoup développé, c'est le single origin, tout ce que c'est de café. On est sur une bonne gamme de cafés certifiés bio, fair trade. Toujours pour amener ce qu'on appelle un différent profil aromatique. Bien sûr qu'on a notre gamme classique pour tous les consommateurs classiques, mais maintenant il y a aussi cette tendance de
de mettre un peu plus d'acidité, de torréfaction un peu plus différente, de parler un peu plus de terroir. Parce que le goût des consommateurs évolue aussi. C'est en fait peut-être que plus on aura ce type de café, plus on va les goûter, plus le palais s'habitue aussi. C'est sûr qu'une première fois, peut-être qu'on est un peu surpris. Bon, là, pour le coup, je trouve que c'était vraiment très, très bon et je pense qu'on avait vraiment un super bon café, ce qui est important. Mais probablement que peut-être que c'est une tendance. Est-ce que tu as l'impression que c'est une tendance qui pourrait arriver quand même gentiment à un moment donné en Suisse? Oui, je pense que déjà un peu l'éducation, la formation qu'on va donner aux consommateurs, cette curiosité de tout le monde d'apprendre un peu plus, surtout les côtés produits, pas forcément juste le café. Ça peut aider à développer un peu plus ce côté des autres méthodes de dégustation, même si ça reste un peu traditionnel. Plus on est exposé, pour dire comme ça, à de nouveaux produits, à de nouveaux goûts, plus on est un peu plus ouvert à de nouvelles expériences en fait. Ouais. Génial. On a eu aussi une collaboration il y a quelques années en arrière entre Coca et la semeuse pour la création d'un café communautaire. Donc la communauté avait voté, il me semble, pour des recettes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu tous les deux de cette collaboration? Ouais, bien sûr. Alors, donc, comme je disais au tout début du podcast, en 2018, on a commencé la collaboration avec la semeuse. Et au vu du succès qu'on a eu à travers les offres qu'on proposait, on s'est dit que de créer un café communautaire, ça serait une super bonne idée. Donc, on a demandé à la communauté si ça les intéressait et on les a fait voter en 2 fois. Donc, on leur a proposé des blends différents. Donc, ils ont voté. Il y en a 2 qui sont ressortis. Donc, le premier, c'était le 80% Arabica et 20% Robusta. Et la deuxième position, c'était 100% Arabica. Et après, il y a eu une deuxième phase de vote, qui était plutôt sur le design du packaging. Donc après aussi, la communauté a choisi. Et depuis 2021, on peut pas faire une offre la semeuse sans proposer le café communautaire. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit que le succès, il descend pas. Il y a un vrai succès à chaque fois sur les cafés communautaires. Et puis en plus, on peut à chaque fois proposer des nouvelles gammes de la semeuse. Donc on fait vraiment un mix. Et c'est toujours un vrai succès. Donc c'est chouette de voir ça après 5 ans maintenant. Ouais, ça fonctionne encore. C'est chouette. Et toi, tu avais participé aussi? Oui, j'étais là, effectivement. Donc je me rappelle bien de la première prise en contact de ce projet et puis comment on a développé ça. Et puis pour moi, ce que c'était intéressant, disons oui, que c'est moi qui ai créé les recettes. Oui. Plutôt, on parlait de profil aromatique, donc si bien c'était la communauté qui a choisi. On voulait effectivement offrir 2 produits différents, je dirais. Plutôt pour les amateurs d'espresso ristretto un peu côté italien, que finalement on est arrivé à un assemblage avec 20% Robusta. Et de l'autre côté, on a ce café aussi 100% Arabica avec une torréfaction différente, donc c'est des recettes complètement différentes qu'on fait juste pour vous, qui est plutôt pour les consommateurs, probablement avec du lait ou des cafés lungo, des cafés crème. Donc c'est 2 profils différents. Et puis je me rappelle bien aussi dans le développement de l'étiquette, on a essayé de mettre un peu les couleurs selon le profil aromatique. Donc finalement, ce que c'est bien parce que ça donne l'idée au consommateur de quoi s'attendre, par exemple au niveau de goût. C'est assez chouette de mettre des petits citrons, des chocolats, ce que finalement ça devient un peu le côté dégustation professionnelle. Et comment on éduque justement son palais au café? Est-ce qu'il faut en goûter énormément? Et comment est-ce qu'on se fait une culture café? C'est intéressant, oui, parce que là tu as dit vraiment éduquer son palais. Effectivement, c'est un peu comme si il faut éduquer son palais partout, en fait. En Suisse, je dirais qu'on a la chance de pouvoir goûter différents types de cuisine de tout le monde, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, si on va dans les mêmes restaurants tout le temps parce qu'on aime bien la cuisine italienne, je sais rien, par exemple, finalement, on ne va pas forcément éduquer notre palais par des autres épices ou par des autres goûts. Je dirais que tout le monde pourrait devenir vraiment consommateur, dégustateur de café ou dégustatrice de café. Il faut vraiment éduquer son palais, goûter différentes choses. Par exemple, nous, on travaille, on s'éduque beaucoup avec les fruits. Donc, tout ce que c'est niveau de fruits, c'est ce que c'est assez intéressant parce que, par exemple, moi, je viens de l'Amérique latine. Donc, je peux vous assurer que, par exemple, le goût d'ananas de l'Amérique latine
manger en Amérique latine avec le soleil, probablement ça influence. C'est pas le même goût d'ananas qui arrive ici, probablement il est moins sucré, donc finalement c'est des. Mais ce que tu veux dire, c'est que ton référentiel, toi, quand tu vas déguster, il sera peut-être plus porté sur ce genre de fruits-là, parce que c'est les fruits que tu as goûté depuis ton enfance. Oui, effectivement, depuis que tu es petit, mais finalement, c'est des formations que tout le monde pourrait faire à éduquer son palais, dire voilà, je vais me mettre à manger plutôt des fruits tropicaux pour savoir vraiment, pour apprendre ce goût. Et par exemple, sur une dégustation de café, ou je sais pas combien de cafés différents vous pouvez déguster, je sais pas, mais sur une dégustation de vin moyenne à grosse, il y aura, je sais pas, 40 vins. Oui. On va cracher. Oui. Est-ce que quand tu goûtes 40 cafés, tu craches aussi, par exemple? Oui, effectivement, on crache aussi. Parce que sinon, je pense que le cœur doit palpiter. C'est quand même intéressant parce qu'effectivement, il faut compter qu'il y a beaucoup de caféine et même si on n'avale pas, il y a cet effet caféine que certainement il passe. Donc, il y a une limite pour rester bien et pouvoir faire une bonne évaluation. Donc, grosso modo, là, on fait entre 6 à 10 différents types de café. Disons que quand on fait un protocole, déjà, chaque échantillon, il compte avec 100 tasses selon le protocole. Ah oui. Donc, déguster 30 tasses jusqu'à 90 tasses à la fois. C'est quand même beaucoup, donc il faut quand même cracher, il faut quand même se nettoyer les palais avec de l'eau, par exemple, avec de l'eau pétillante, ça aide beaucoup. Ouais. Pour rester bien et puis être vraiment objectif dans l'évaluation d'un café. Génial. On a notre café qui a refroidi un petit peu. Oui. Tu disais tout à l'heure que voilà, c'était bien de le goûter à différentes températures. C'est bien que vous l'avez laissé un peu refroidir. Moi, j'ai fait la même chose. Oui, vous pouvez le déguster. Effectivement, dès qu'il descend de la température, je pense qu'on est presque à la température ambiante. Donc, ça reste quand même bon. Et puis, normalement, l'acidité, il va monter un peu plus. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu trouves, toi, comme différence, là, si tu le regoutes par rapport à ce qu'on a goûté quand il était juste chaud? Je pense que c'est effectivement ça. L'acidité, il devrait remonter plus. Ce qu'on avait quand il était plus chaud, probablement, on l'a ressenti un peu plus en arrière. Et plutôt, c'est ce qui va rester en bouche, ce qu'on appelle aftertaste. Donc, vraiment, ce qui reste, les longueurs en bouche, s'il reste beaucoup plus sucré, ça, on va vraiment sur un café qui est de super bonne qualité. On va ressentir ce côté sucré comme si on a mis du sucre, en fait. Et ça vient vraiment de la matière première, une bonne torréfaction, une bonne extraction. Et en parlant de sucre, justement, on n'en a pas parlé, mais c'est autorisé. Alors, moi, je le fais pas, mais... moi, perso, effectivement, je le fais pas. Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses? Après, bon, chaque consommateur est libre de mettre ce qu'il veut pour son café. Effectivement, ce qu'on va faire, normalement, quand on met du sucre, les côtés qui on va altérer quand même les goûts du café, finalement, ça devient un peu de ce goût sucré. Mais normalement, on le fait quand le café il est trop amer ou il est plutôt trop acide. Donc, j'ai vu, je l'ai déjà fait pour juste aider à faire passer ce café qui n'est pas forcément à mon goût. Donc, ça va finalement équilibrer. La même question quand on met de la crème ou du lait. Finalement, c'est plutôt pour baisser ce goût de café que probablement on n'a pas forcément envie d'avoir trop de café ou trop de goût de café. Oui. Et puis c'est bon quand même le café mélangé au lait, moi je trouve. J'aime bien. Ouais, je suis quand même consommateur de cappuccino. Ouais, quand même. Un bon cappuccino. C'est vrai, un bon cappuccino, ça se refuse de temps en temps, c'est pas mal. Ouais. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes qu'on fait? J'imagine que tu vas chez des amis qui maîtrisent pas, tu les vois faire le café. Oui. Je suis sûre que tu repères un petit peu toutes les erreurs qu'on peut faire au quotidien. J'ai vu que j'ai influencé un peu dans la vie de mes amis les plus proches en expliquant un peu de café, comme ça je peux boire quand même des cafés chez eux. Ouais. Mais oui, il y a plein de, je dirais, des petites variables qu'on ne gère pas ou qu'on ne pense pas que c'est important. Comme je disais avant, quand j'étais en train de préparer le café filtre, il ne faut pas oublier que finalement, la préparation de café filtre, plus de 90%, ou déjà 90%, c'est de l'eau. Le reste, c'est du café. Donc, on fait un petit express, oui, on parle de 88%, ça va être de l'eau, le reste, ça va être des solubles de café. Mais par exemple, sur un café filtre, on est sur 98%, c'est de l'eau. Et un peu moins de 2%, c'est juste des solubles de café. Imaginez si on n'utilise pas forcément une bonne qualité d'eau, une eau filtrée, déjà notre café ne sera pas
pas forcément bons. C'est de là qu'on discute de pourquoi les mêmes cafés que j'ai pris ici, je l'ai pris chez quelqu'un et puis je le prépare, finalement, il n'a pas le même goût. Ouais. Donc la qualité d'eau, ça c'est important. Température, effectivement, on essaie de gérer pas une température trop basse, une température qui sera sur les 90, 92, 94 degrés. Et puis, une chose qu'il faut apprendre parce que c'est assez technique, c'est la granulométrie, ce qu'on appelle la mouture de café. Donc, chaque méthode de préparation, il y a une mouture dédiée selon les méthodes de préparation. Donc, il faut moudre plutôt fine, par exemple, pour une préparation expresso. Oui. Encore plus fine si on fait, par exemple, un café turc. Comment ça, un café turc? C'est le type de cafetière turc qu'on va juste chauffer, qu'on va mélanger plutôt des cafés moulus très fins avec de l'eau, qui plutôt c'est assez épais. Et ça reste au fond de la tasse. Exactement, ça reste au fond de la tasse. Donc là, effectivement, on a besoin vraiment d'une mouture très fine. Après, on parle de mouture assez fine pour un espresso qui devrait couler dans certains temps, 25 secondes, 30 secondes. Et donc tout ça, c'est assez important. Après, par exemple, la Vialetti, la cafetière italienne. Oui. Parfois, on voit que les cafés, soit ils ne montent pas, ou soit ils montent trop vite. Oui. Donc, effectivement, c'est parce qu'il faut régler la mouture, ce n'est pas la faute de Alors, quelle mouture pour une cafetière italienne? Oui, ça m'intéresse. Là, il devrait être un peu plus gros qu'un espresso, mais pas autant gros, pas autant mouture moyenne comme un café filtre. Donc, finalement, ce qu'il a besoin de granulométrie plus grosse, donc c'est un café filtre, on parle de granulométrie moyen. Et puis aussi, par exemple, la cafetière à piston, il a encore besoin d'une mouture un peu plus grosse. Ouais. Ok. Mais toi, en relation avec les temps d'extraction. En fait, si on suit tes conseils, on est obligé d'avoir un moulin à la maison et on achète du café en grains. Oui, les meilleurs si on parle de qualité, c'est d'acheter des cafés en grains. Parce que quand on va acheter du café, alors peut-être chez un torréfacteur, on peut lui demander, mais au supermarché... Dans une grande surface. Dans les grandes surfaces, oui, parfois on a la chance de choisir la mouture. Il y a quand même un moulin toujours à l'entrée, normalement à l'entrée sortie des grands. Alors il y a un moulin, mais est-ce qu'on peut choisir la mouture? Oui, on peut choisir la mouture. Le problème, ce qu'il faut, c'est de la connaître. Il faut connaître un peu les moulins. Parfois, je reçois des appels ou des emails en me disant je me trouve en face des moulins, quelle mouture vous me conseillez? Disons que je ne suis pas à côté de la personne, c'est assez compliqué. Mais grosso modo, si on parle de... Parfois, les moulins sont des chiffres, donc 1 sur 10. Donc, il faut juste diviser. Par exemple, 1, ça va être les plus fines. 5, ça va être en mouture moyen. Et 10, ça va être les plus gros. Donc, effectivement, mais il faut adapter. Il faut penser sur comment je vais préparer mon café à la maison. Je vais faire... plutôt avec un cafetière italien Vialetti. Voilà. Plutôt, je vais faire des cafés filtres. Donc, c'est ça qu'il faut penser toujours à moudre son café. Dans l'idéal, avoir un moulin à la maison. Pardon? Dans l'idéal, ce serait d'avoir un moulin à la maison. Ouais, c'est ça. Donc, au final, si on a un moulin à la maison, c'est la clé. Ça, c'est la clé, oui. Et donc, qu'est-ce que toi, tu as un moulin manuel, hein? Je pense que j'ai 3 moulins à la maison. Oui, j'ai 3 moulins à la maison, un manuel et 2 électriques. Ok. Et là, pourquoi est-ce que tu es venu avec un manuel, du coup? Est-ce qu'il y a un impact Non, les moulins manuels, en fait, c'est un peu le côté nomade. J'ai vu que chaque fois que je pars en voyage, donc si c'est voyage, train, avion, mon moulin manuel, il est dans le sac. Du coup, je me fais toujours arrêter dans la machine à l'aéroport. Parce que ils disent qu'est-ce qu'il y a là vraiment. C'est sur un moulin manuel avec mon petit cafetière nomade. Non, bien sûr, il y a des moulins électriques de bonne qualité qui nous donnent un peu les mêmes résultats. C'est juste que les moulins manuels, en plus, que c'est sympa de moudre à la main. Et en plus, ça permet aussi d'avoir toujours des cafés fraîchement moulus. Donc, on part toujours des cafés en grains et on les moudre juste avant la préparation. Ok, donc si on résume, pour faire un bon café à la maison, pour conclure ce podcast, il nous faut un bon café. Un bon café, oui. De préférence en grains. Oui. Avec un bon moulin pour le moudre. Oui. Qu'on adapte au type de cafetière qu'on a choisi. Tout à fait, oui. Ouais, et un autre petit dernier tips. Et l'eau. L'eau aussi, comme on avait dit, oui, essayer de contrôler. Non, je disais plutôt de rester curieux par rapport à les goûts. Il y a tellement de goûts de café, il y a tellement de variétés de café. Donc oui, on peut essayer toujours ce côté traditionnel de mon café de matin, je ne le touche pas. Mais par contre, aussi de dire, voilà, pourquoi pas, l'après-midi, je vais prendre quand même un autre café, je vais essayer le café filtre. Oui, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe le monde du café qu'il c'est bien de le découvrir plus. Super.
Mais merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro du comptoir. On arrive à la fin de cet épisode. Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis. Et pour ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify et d'activer les notifications podcast et live dans l'app Coca. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du comptoir et en attendant, santé et bonne app. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.